Encore une fois, cela va se dérouler selon le même scénario que le Vietnam. Plus vite, plus lentement, je ne peux pas le dire. Mais ce sera une dérive progressive de la mission. Et si le gouvernement Machado, et quelle que soit l'armée de notre côté, semble incapable de gagner, alors il faudra les soutenir avec au moins une sorte de garde prétorienne à Caracas. Et si cela finit par un affrontement avec la Colombie aussi, eh bien, tu sais, tout cela ne fera qu'escalader. Bonjour à tous. Pascal ici de Neutrality Studies. Et aujourd'hui, je parle à nouveau avec Stas Krapivnik, ancien officier de l'armée américaine, cadre dans la chaîne d'approvisionnement et expert politico-militaire. Stas, bienvenue de nouveau sur la chaîne. Merci, merci. Toujours un plaisir. De même. Je voulais te sonder aujourd'hui sur deux sujets. Commençons par le Venezuela. J'ai parlé hier à une journaliste suédoise qui travaille ou qui en parle depuis un bon moment. Selon elle, c'est simplement le masque qui tombe, tu vois. Toute la rhétorique humanitaire qu'on nous servait en 2019 et après s'effondre. Le Venezuela, en gros, c'est une affaire de pétrole. Comment vois-tu ce sabre qui s'agite de plus en plus et le naufrage de 7 navires civils au large des côtes vénézuéliennes? Oh, c'est pas seulement une question de pétrole. Il y a aussi des diamants et de l'or. Enfin, des émeraudes, en fait, pas des diamants. D'ailleurs, tu sais, avant que De Beers ne lance vraiment une campagne de marketing, tout le monde se fichait complètement des diamants. C'était juste de la camelote. Les émeraudes, c'est autre chose. Mais désolé pour cette digression. Oui, écoute, le fléau de l'Amérique latine, c'est les États-Unis. Commençons simplement par là. Les États-Unis ont veillé à ce que l'Amérique latine, c'est-à-dire tout ce qui va du Mexique jusqu'au sud, et j'inclus le Brésil là-dedans, même si c'est un pays lusophone et techniquement pas considéré comme latino-américain, ce qui est d'ailleurs assez intéressant, ils ont veillé à ce que ces pays ne se développent pas trop. Il y a des entreprises américaines là-bas qui participent au renversement de gouvernements. Lorsque les gouvernements deviennent trop nationalistes et décident soudainement que leurs ressources leur appartiennent et qu'ils doivent développer leur propre économie, ils finissent généralement par être renversés. Les Marines américains envahissent ces régions. Ils y interviennent, disons, depuis les années 1910, les années 1900, voire même avant. Même si l'on regarde le canal de Panama, Panama, après tout, était colombien. Tout ce territoire appartenait à la Colombie. Les États-Unis voulaient construire le canal, mais à moindre coût. Le gouvernement colombien a refusé, et aussitôt, une révolution a éclaté. Et il se trouvait justement que des navires américains étaient proches de la Colombie, des cuirassés américains qui ont ouvert le feu sur l'armée colombienne qui remontait l'isthme pour stopper la soudaine rébellion panaméenne. Et vous obtenez un Panama séparé qui vend le territoire pour certaines choses. C'est donc un processus qui ne cesse de se répéter encore et encore. Nous assistons simplement à une nouvelle itération de ce phénomène. Et d'ailleurs, ce n'est plus seulement le Venezuela maintenant, c'est aussi la Colombie. Le dernier bateau touché, les Colombiens sont sortis en disant « Regardez, il y avait 2 pêcheurs colombiens là-bas. Ces bateaux sont complètement détruits. » Alors, peu importe que ce soit illégal, c'est un meurtre. Cela pourrait même être considéré comme une déclaration de guerre, car on tue des civils de différentes nations. Ils ont tué quelques civils de Trinité. Peut-être qu'ils sont trafiquants de drogue. Peut-être qu'ils ne le sont pas. Mais on ne les arrête pas. On ne fouille pas leurs bateaux. On les fait simplement exploser. Alors, qui ils sont ou ce qu'ils sont, qui peut le dire? Je veux dire, le premier bateau avait 11 personnes à bord. Il serait censé faire la course dans un hors-bord pour livrer de la drogue aux États-Unis.
D'abord, si c'est de la cocaïne ou quelque chose du genre, où est la place pour la cocaïne quand il y a 11 personnes sur un bateau? De toute évidence, ils ne sortent pas pour livrer de la cocaïne. Normalement, il y a 1 ou 2 personnes, et le bateau est plein. Ensuite, la plupart de ces cargaisons viennent de Colombie et remontent la côte Pacifique, pas la côte Atlantique. Et puis tu sais, ils font partie de Sentinel. D'accord. Eh bien, tout d'abord, ils viennent de 2000 km de là. Pourquoi? Le fentanyl est fabriqué, on peut le produire dans n'importe quel sous-sol. La cocaïne, en revanche, provient d'une plante qu'il faut récolter et transformer. Donc, comme dans toute industrie, on effectue la transformation le plus près possible de la ressource pour économiser sur les coûts logistiques. Le fentanyl peut être préparé dans n'importe quel sous-sol. Et vous savez où la plupart est probablement produite? À environ 10 km de la frontière américaine. N'oublions pas qu'il existe des villes mexicaines littéralement collées à la frontière des États-Unis. C'est approuvé. Les clôtures américaines, surtout celles que Trump a commencées, si vous remarquez, sont faites de barres métalliques, n'est-ce pas? Ce sont comme de grosses barres de métal, avec à peu près autant d'espace entre elles. Tu prends un paquet de fentanyl de cette taille. 1 kilo de fentanyl pourrait probablement tuer la moitié d'une grande ville si les gens en faisaient une overdose. Il n'en faut pas beaucoup, n'est-ce pas? Tu ne transportes pas des kilos et des kilos de cocaïne ou des sacs de marijuana. Tu prépares le fentanyl au Mexique. Tu te rends à un endroit de la frontière qui n'est pas surveillé et tu le passes à travers les barres à ton ami de l'autre côté. Au pire, tu utilises un drone pour le faire voler au-dessus, le laisser tomber, récupérer l'argent et le renvoyer. Tu n'as même pas besoin de poser le pied sur le sol américain. Donc, l'idée qu'ils transportent du fentanyl sur 2000 km d'eau libre, c'est absurde. Oui, mais si c'est manifestement juste un prétexte, un non-sens destiné à justifier la puissance de feu du département de la guerre dans cette région, alors la question, c'est, quel est le véritable agenda? Non. Et pour l'instant, tout le monde s'attend à ce qu'il y ait une sorte de frappe de décapitation contre le régime de Maduro. Ils n'ont pas réussi à le renverser en 2019 avec tous ceux, comment s'appelait-il déjà? Il avait nommé Juan Guaido. Toute cette affaire, le soulèvement indigène, le soulèvement des ONG, la révolution de couleur, a échoué. La récente approche par les élections a également échoué. Le type a été réélu. Quelle que soit la situation, propre ou non, les partisans du candidat de l'opposition n'ont pas réussi à mobiliser suffisamment de soutien, du moins pas de la part des structures de pouvoir dont ils avaient besoin. Et maintenant, après avoir vu comment les États-Unis et Israël ont traité tous les gouvernements de la région, au Moyen-Orient ou en Asie occidentale, l'hypothèse est assez forte que les États-Unis vont opter pour un changement de régime par la force. Surtout après avoir mis une prime de 50 milliards de dollars sur la tête de Maduro. Comment voyez-vous cela? Est-ce qui est en train de se préparer? C'est exactement là où je voulais en venir. Rubio a une obsession pour les révolutions. Il les encourage en Amérique latine, parce que tu vois, sa famille a dû fuir Cuba à cause de Castro, ce qui est en partie vrai, sauf qu'en réalité, ils ont fui alors que Batista était encore au pouvoir. Et ils sont partis parce que son père était un révolutionnaire qui a été torturé par Batista. Donc oui, il y a quelques petits détails qui faussent un peu le... Les États-Unis soutenaient Batista, oui. Oui, selon le récit marxiste. Cocaine Rubio. Au fait, tu sais pourquoi on l'appelle Cocaine Rubio? On ne l'appelle plus comme ça aujourd'hui, mais c'était son surnom. Il vivait avec sa sœur quand il était adolescent, et le mari de celle-ci était un cow-boy de la cocaïne dans les années 1980. Il faisait entrer d'énormes quantités de cocaïne aux États-Unis. Son beau-frère s'est fait arrêter.
quelque chose comme 50 millions de dollars de cocaïne dans la maison où Rubio vivait. Il est allé en prison. Il est sorti maintenant, et c'est un grand partisan de Rubio. Rubio s'en est tiré en disant qu'il ne savait rien de tout ça. Je crois qu'il avait 16 ans à l'époque. Mais cette histoire lui est restée collée. Cocaïne, Rubio, liens familiaux, tout ça. Qu'il ait eu ou non une véritable implication, je n'en sais rien. Mais vous savez, c'est un peu difficile de dire qu'on vit dans la maison de sa sœur sans savoir que son beau-frère est l'un des principaux trafiquants ou importateurs de cocaïne de Miami. Non, comment vas-tu? Il aimait faire de la pâtisserie. Je veux dire, il faut beaucoup de bicarbonate de soude pour faire beaucoup de pain délicieux. Absolument. Accordons-lui le bénéfice du doute. Certaines personnes mettent du sucre dans leur café, d'autres le sniffent. Des choix différents, des goûts différents, comme on dit. Si l'on regarde la configuration militaire, la force que vous avez en place, vous disposez de 4 destroyers lance-missiles de classe Arleigh Burke. Vous avez un croiseur lance-missiles, 2 navires de transport, un bâtiment de débarquement des marines qui sert aussi de porte-hélicoptère et un sous-marin. Je ne suis pas tout à fait sûr de comprendre pourquoi vous avez besoin du sous-marin. Mais vous avez aussi le navire de combat littoral pseudo-furtif. C'est un navire côtier destiné au combat rapproché en zone littorale. Vous avez 10 F-35 basés à proximité et des B-52 qui volent au-dessus. Ce n'étaient toutefois pas des B-52 qui ont tiré. Ils ne vont pas larguer de bombes conventionnelles cette fois. Ils tireront aussi des missiles Tomahawk. Ils disposent d'un carrousel de Tomahawks qu'ils peuvent lancer. Et il y a environ 4500 Marines. Ce que vous ne voyez pas, c'est une mobilisation massive de divisions lourdes aux États-Unis, ce qui indique qu'il n'y a aucun plan d'invasion directe du Venezuela, car 4500 hommes ne vont pas conquérir le Venezuela. Le Venezuela possède une armée d'environ 1 million d'hommes, plus des milices. Donc évidemment, ce n'est pas le plan. Mais l'Amérique latine a une longue tradition, disons bonne entre guillemets, de militaires renversant des gouvernements élus ou pas et s'installant eux-mêmes au pouvoir. C'est une vieille, très vieille tradition latino-américaine. La moitié de ces types sont soudoyés ou achetés par le grand voisin du Nord. Oui, ça arrive tout le temps aussi. Donc, tu as une force qui est douée pour quoi? Tu as une force qui est douée premièrement pour décapiter ton gouvernement, deuxièmement, peut-être pour débarquer assez de marines afin de soutenir un contre-candidat, un candidat de remplacement, mais seulement si une bonne partie de l'armée est de son côté. Et tu as une force qui est douée pour s'emparer des actifs pétroliers situés au large. Donc tu as les différentes plateformes pétrolières, les stations de pompage à terre, et ainsi de suite. Ainsi, tu pourrais sécuriser cet équipement. Désolé, puis-je intervenir un instant? J'étais pas au courant. Donc le Venezuela a des forages pétroliers en mer et tout ça. Et c'est évidemment quelque chose de très vulnérable à ce type de force. Donc les États-Unis pourraient simplement intervenir, prendre cette zone, puis bloquer la côte, comme un blocus militaire. Ce genre de scénario? Eh bien, ils ne peuvent faire cela sans avoir l'air de véritables bandits, comme ils le paraissent en Syrie, où ils ont volé environ 150 milliards de dollars de pétrole au cours des 7 ou 8 dernières années. Ils ne peuvent le faire que s'ils sont invités. Et vous savez, Machado a déjà dit très clairement, au moment où nous arrivons, tout est à vous. Absolument tout est à vous. Nous prendrons la dernière chemise sur le dos de chacun pour vous la donner. Ce sont toutes des entreprises américaines. Oui, toutes. La beauté de tout cela, c'est qu'elle n'a même pas besoin d'entrer, n'est-ce pas? Dès que les États-Unis disent « Nous vous reconnaissons comme présidente en exil » et qu'ensuite vous nous invitez sur vos plateformes pétrolières,
Eh bien, s'il y a des terroristes là-bas pour les défendre, alors nous les tuons et nous les prenons. Mais nous avons été invités, n'est-ce pas? C'est donc assez élégant, en fait, la façon dont on peut le justifier légalement. Nous ne volons pas. Nous défendons les principaux atouts du Venezuela, qui est désormais dirigé par une marionnette lauréate du prix Nobel de la paix que nous venons tout juste de placer au pouvoir. Bien sûr, il y a une petite réserve à cela. Même si plusieurs généraux se rallient à sa cause, et certains le feront probablement, même si une partie de l'armée la soutient, ce ne sera pas le cas de tout le monde. Et si j'étais à la place de Maduro en ce moment, eh bien, d'abord, je ne serais pas trop évident quant à l'endroit où je me trouve. Mais à ce stade, je mettrai en place des dépôts et des bases dans la jungle et les montagnes un peu partout. Maintenant, les dépôts d'armes, les réserves de munitions, s'assurer qu'au moins les milices et une partie de l'armée sont déjà dispersées dans la jungle et les montagnes, en attendant les États-Unis. Parce que la seule façon, si l'on joue bien ses cartes, au moment où Machado prend le pouvoir, c'est la guerre civile. Et la seule manière pour quelqu'un comme Machado de rester au pouvoir pendant un certain temps, c'est avec un soutien étranger. Beaucoup de soutien étranger. Et ce soutien étranger, tôt ou tard, devra commencer à prendre la forme d'un appui militaire. Certes, les États-Unis peuvent en partie contrôler les plateformes pétrolières au large. Ils peuvent maintenir l'infrastructure pétrolière à terre, même si tu pourrais continuer à la frapper avec des attaques de guérilla, mortiers spéciaux, drones, ce genre de choses. Ton rôle serait d'impliquer les États-Unis aussi vite que possible. Si tu regardes la frontière vénézuélienne, et on ne parle même pas de la Colombie, Trump est maintenant en conflit avec la Colombie aussi. Mais si on se concentre simplement sur la frontière entre le Venezuela et le Brésil, elle a à peu près la même longueur que la frontière entre les États-Unis et le Mexique. Et ensuite, il y a la frontière colombienne. C'est une région de jungle et de montagne. Tu peux pas la contrôler sans un grand nombre de soldats sur le terrain. Et même dans ce cas, tu la contrôles à peine. Pourquoi est-ce que ça sonne aussi étrangement familier que, disons, le Vietnam? J'ai eu cette discussion hier aussi avec Kaiser Eichmann. Est-ce qu'ils peuvent vraiment être aussi stupides? Parce que c'est exactement comme ça que ça s'est passé au Sud-Vietnam, non? On commence avec quelques conseillers et on finit avec, genre 50 000 ou 60 000 soldats, des bottes sur le terrain. Et on se fait laminer dans une guerre civile qui a tué 3 millions de personnes. Eh bien, commençons par la façon dont le Vietnam a commencé. Oui, bien sûr, le Vietnam. Je ne vais même pas aborder l'incident du Tonkin, qui non seulement a été exagéré, mais n'a jamais eu lieu. Il n'y a jamais eu de navire dans le golfe du Tonkin. Personne n'a tiré sur personne. Tout cela a été inventé de toutes pièces. La différence, bien sûr, c'est qu'il n'y avait pas d'Internet, pas de photos satellites venant d'en haut, rien. Ils ont simplement inventé l'histoire. Les États-Unis avaient des conseillers sur le terrain pour former les Sud-Vietnamiens. Le Viet Cong combattait les Nord-Vietnamiens, qui étaient deux entités différentes et qu'il ne faut pas confondre. Après l'offensive du Tet, le Viet Cong n'existait plus. Ils avaient été poussés par les Nord-Vietnamiens à lancer l'offensive du Tet. Ils ont quitté les jungles et se sont installés dans les villes, où ils ont été exterminés par les Sud-Vietnamiens ou par les Américains. Les Nord-Vietnamiens ont fait cela délibérément, car ils savaient qu'ils étaient sur le point de gagner la guerre et ne voulaient pas avoir à composer avec une autre force politique. Ils les ont donc envoyés dans ce qui était essentiellement une mission suicide. Mais à ce moment-là, au début, le Viet Cong était suffisamment efficace. Les Sud-Vietnamiens avaient du mal à les contenir. Ainsi, les Sud-Vietnamiens, enfin les États-Unis,
ont déplacé un bataillon de marine depuis Okinawa pour garder une base aérienne stratégique de l'armée de l'air sud-vietnamienne. Elle servait également de base d'approvisionnement pour permettre aux Sud-Vietnamiens d'aller combattre le Viet Cong. Les Américains ont atterri là-bas. Tout était plutôt tranquille, ils n'avaient aucun problème. Ils ont commencé à faire des patrouilles. Ça s'appelait Mission Creek. Bon, maintenant nous gardons cette base. Qu'y a-t-il dans la jungle? Commençons à faire des patrouilles de périmètre. Ils effectuent donc des patrouilles de périmètre. Tout se passe bien, aucun problème. Que peut-on faire d'autre? Allons un peu plus loin. Ils commencent à étendre leur patrouille vers l'extérieur. Et maintenant, ils entrent en contact avec le Viet Cong, qui se trouve un peu plus loin dans la jungle. Le Viet Cong évite les Américains. Ils ne leur tirent pas dessus. Mais ils combattent les Sud-Vietnamiens. Puis les Américains commencent à apparaître sur les sentiers du Viet Cong, et les affrontements commencent. Le Viet Cong a perdu quelques affrontements. Ils se sont repliés, observant les Américains, essayant de les comprendre. Puis ils ont commencé à attaquer. Le colonel de la base aérienne hurle au meurtre. Nous sommes sur le point d'être submergés et exterminés. Sauvez-nous. Sauvez-nous maintenant. Le reste de la brigade arrive. Donc maintenant, il n'y a plus seulement 300 ou 400 hommes sur le terrain. Il y en a 500, puis plusieurs milliers. Et à présent, vous êtes pleinement engagés dans la guerre. C'est ce qu'on appelle l'escalade progressive. D'accord, faisons tout ce que nous pouvons. Tout ce que nous pouvons. C'est à ce moment-là que Westmoreland déclare « Nous gagnons la guerre. Nous avons 60 000 hommes sur le terrain. » Mais en réalité, nous ne gagnons pas la guerre. Je veux dire, c'est pour ça que les États-Unis ont compris qu'il ne faut pas avoir leurs propres troupes sur le terrain, peut-être juste quelques contractants. Ce qu'il faut, c'est une force supplétive disposée à se battre pour vous, afin d'éviter ce genre d'enlisement, non? On fait une Ukraine, pas un Vietnam. Mais si l'on regarde le Venezuela, est-ce réaliste? Y a-t-il une force supplétive exploitable, à moins qu'il n'y ait déjà un général ou quelqu'un sur la liste de paie, attendant simplement le signal pour mobiliser ses hommes? Eh bien, tout d'abord, les États-Unis ont-ils tiré cette leçon? Cela fait 19 ans que nous sommes en Afghanistan. Les États-Unis ont-ils tiré cette leçon? Ils sont toujours en Irak, alors que le gouvernement irakien réclame depuis des années déjà leur départ. En théorie, le gouvernement soutenu démocratiquement, enfin, qui ne voudrait pas du soutien américain, répète depuis des années « Sortez de notre pays ». Les États-Unis sont toujours en Irak. Leur présence y est moins importante, mais elle existe encore. Les États-Unis sont en Syrie. Qu'ont-ils appris au juste? Les États-Unis étaient au Liban. Bon sang, les États-Unis n'apprennent jamais. Car si l'on regarde les généraux américains, surtout au cours des 30 dernières années, ce sont des idiots certifiés. Regardez cette émission politique russe d'il y a environ un mois. Pourquoi tous les officiers les plus intelligents des États-Unis sont-ils au grade de colonel? Parce que ces colonels ne deviendront jamais généraux. Parce qu'ils refusent de lécher les bottes des politiciens. Ils ne seront pas des bénis oui-oui. Ils font réellement leur travail. Ils disent la vérité au pouvoir. Personne au pouvoir ne veut de ça. Ils veulent des bénis oui-oui. J'ai dit d'y aller. Je me fiche complètement des conséquences parce que je veux y aller. C'est l'approche de Trump. Mais ce n'est pas seulement lui. Trump est simplement plus vulgaire et plus franc à ce sujet. Si vous pensez que Clinton, Obama, Biden ou Bush étaient différents, ils veulent tous des bénis oui-oui. Ils ont une idée folle, ou leurs conseillers ont une idée folle. Et l'armée doit dire, « Très bien, monsieur, aucun problème. Nous tuerons ceux que vous voulez que nous tuions. Nous ferons exploser ce que vous voulez que nous fassions exploser. Nous enverrons des troupes où vous voulez. Vous êtes brillant. Vous êtes génial. Combien de temps avant ma retraite?
Mon gros contrat va me rapporter quelques millions en tant que directeur d'entreprise ou en passant sur CNN. Parfait, tout va bien. Got it. Yeah, but Everything's great, sir. what would the I fail to understand. Je ne comprends pas l'urgence ni la nécessité de tout cela. Car d'un côté, oui, je vois le pétrole, et je sais à quel point Trump aime le pétrole, il en parle tout le temps. Mais les États-Unis pratiquent la fracturation hydraulique. Le pétrole n'est pas un problème stratégique pour les États-Unis. Ils en ont suffisamment. Et même si l'on dispose de ces plateformes pétrolières que l'on peut, d'une manière ou d'une autre, défendre, si l'on ne progresse pas à l'intérieur des terres, la meilleure chose à espérer, c'est de parvenir à l'étouffer, n'est-ce pas, jusqu'à ce qu'il cesse de bouger. Mais c'est un pari assez risqué, réussir à faire cela dans un délai raisonnable, car sinon, on finit par s'essouffler. Je ne vois pas la nécessité de crucifier encore davantage le Venezuela. Crucifying Venezuela even more. Okay, well, first of all, let me correct you a little bit on that. D'accord. Tout d'abord, permettez-moi de vous corriger là-dessus. Ce n'est pas de la fracturation hydraulique, c'est du pétrole de schiste. La fracturation est un procédé utilisé dans presque tous les puits de pétrole, sauf lorsqu'il existe un immense réservoir de pétrole, comme en Arabie Saoudite ou au large du nord de la Russie. J'étais directeur de la chaîne d'approvisionnement chez Halliburton pour la région Eurasie, et nous soutenions le seul puits d'exploration qu'Exxon et Rosneft ont foré au nord d'Astrakhan, en mer. Ils y ont découvert une quantité gigantesque de pétrole, un brut léger et fluide. Il est simplement resté en attente d'un développement futur. Et il y a environ $1 billion de pétrole, rien que dans cette zone, au nord d'Astrakhan. Le fait est que le pétrole sort du sol. Le pétrole n'est pas du crottin de dinosaures. Le charbon est un véritable combustible fossile. Le pétrole n'est pas un combustible fossile. On lui a donné cette étiquette il y a environ 120 ou 130 ans pour le faire paraître rare. Le pétrole se trouve partout dans le monde. La différence, c'est qu'entre la croûte et le manteau, il y a une couche de méthane soumise à une pression et une chaleur énormes. Et cela a été reproduit en laboratoire. Si l'on met du méthane sous une pression et une chaleur intense, les molécules se recombinent et on obtient du pétrole. Le pétrole remonte à travers la croûte et il continuera à monter jusqu'à atteindre la surface ou jusqu'à rencontrer une couche de sol qu'il ne peut pas traverser. Quelle est une couche de sol qui ne peut pas traverser? Granit, marbre, dôme de sel, des zones de ce type. Le pétrole s'y accumule, ce qui crée des zones d'exploitation économiquement viables. Un exemple typique, ce sont les montagnes rocheuses, et pas seulement les rocheuses. Il y a du pétrole sous la plupart des montagnes. Pourquoi? Parce que lorsque deux plaques tectoniques entrent en collision et qu'une montagne commence à se former, ce que l'on obtient, c'est une montagne parce que le silicium est mutable. Selon la pression et la température, le silicium peut passer du grès au granit, puis au marbre. C'est le même élément. Il change simplement sous la pression et se recycle au fur et à mesure que la Terre bouge. Ainsi, lorsque cette pression soulève une montagne, elle crée du granit. Et une montagne ressemble à une dent. Elle a des racines. En dessous, elle possède une coupole et le pétrole commence à remonter et se retrouve piégé sous cette coupole. Ça ne peut pas traverser la montagne de granit, n'est-ce pas? Avec le forage directionnel, on passe en dessous de la montagne, entre les racines de la montagne, et on peut extraire le pétrole par en dessous. Oui, ça semble être de la fantaisie, mais c'est la réalité des choses. Le pétrole remonte. Pourquoi y a-t-il autant de pétrole dans le golfe du Mexique? Parce qu'il y a beaucoup de dômes de sel dans le golfe du Mexique. Le fleuve Mississippi transporte de la terre et du sel, beaucoup de sel, depuis 20 millions d'années. Ce sel s'accumule et le pétrole remonte en dessous et se retrouve piégé sous ces dômes de sel. C'est pourquoi il y a beaucoup de pétrole dans le golfe du Mexique. Le pétrole remonte aussi ici. Si vous avez déjà été sur une plage et vu des morceaux d'asphalte, c'est du pétrole naturel qui remonte dans l'océan ou dans une grande mer.
up in the ocean or on some large sea. It's lighter than water, so it's floating on top. C'est plus léger que l'eau, donc ça flotte à la surface. Le soleil le chauffe, il se solidifie en asphalte naturel, puis l'eau le rejette quelque part sur une plage. Le pétrole est partout. Le problème, donc avec la fracturation hydraulique, c'est qu'une fois que vous avez foré votre trou ou votre ligne jusqu'à la zone où vous pensez que se trouve le pétrole, vous descendez le tuyau avec les centralisateurs. Vous le cimentez entièrement, de sorte que vous avez un joli tuyau dans un joli trou de forage. Mais vous n'en tirez aucun pétrole. Il n'y a que le tuyau et le trou. Vous descendez jusqu'au niveau où vous pensez que se trouve le pétrole, vous mettez un bouchon en dessous, puis vous envoyez un conduit avec des explosifs. C'est un peu comme des cartouches de fusil. Et parfois, c'est aussi de l'acide. Cela tire à travers le tuyau et le ciment jusque dans le sous-sol. Vous créez des trous. Alors, la partie fracturation, c'est que tu hyper-pressurises, d'accord? La pression monte et fissure le sol meuble. Ensuite, sous cette pression, tu injectes du sable très très fin. Il y a du sable naturel et du sable artificiel, selon les cas. Le sable naturel est cher. Je veux dire, c'est du micro-sable. Il s'infiltre dans ses coquilles et ses fissures. Quand la pression retombe, le sol se tasse, mais il reste maintenant une couche de sable. Et le sable est poreux. Le pétrole passe à travers, entre dans le tuyau et est pompé. C'est ça, la fracturation. La fracturation est partout et on l'utilise. La différence, c'est qu'avec le pétrole de schiste, on fait beaucoup de fracturation. Et ce n'est pas très profond, ce qui d'ailleurs empoisonne aussi l'eau des puits à cause des produits chimiques utilisés et simplement de la quantité énorme de fracturation. Mais le problème des États-Unis, c'est que premièrement, le schiste n'est pas un investissement à long terme. Parce que, tandis qu'un puits ordinaire peut fonctionner pendant 10, 15, 20 ans, certains même plus longtemps, jusqu'à 30 ans, il arrive qu'un puits perde sa pression naturelle ou qu'elle n'ait jamais été suffisante pour pomper. Mais aujourd'hui, il existe différentes technologies. On peut repressuriser ou utiliser des moteurs, un peu comme des hélices, qui poussent le pétrole vers le haut. Il y a donc désormais plusieurs façons d'extraire le pétrole du sol. Et d'ailleurs, les puits de pétrole vides commencent à se remplir à nouveau. C'est un phénomène observé depuis très longtemps. À l'origine, quand on obtenait du pétrole, la manière de le forer consistait à amener sa charrette jusqu'à un grand lac de pétrole. On sortait les barils, on prenait un seau et on commençait simplement à les remplir. C'est ainsi qu'on obtenait le pétrole. Les lacs se sont asséchés, évidemment. Et ils ont aussi sorti les dinosaures morts de là. Ils s'étaient enfoncés au fil des millénaires. Ensuite, ils ont commencé à creuser pour trouver du pétrole, ce qui a coûté la vie à beaucoup de gens parce qu'ils creusaient, tombaient dessus et tout se mettait à inonder. Littéralement, un type avec une pelle creusait pour trouver du pétrole à 2 ou 3 mètres de profondeur. Et s'il ne le sortait pas assez vite, il se noyait dans le pétrole. Alors, ils ont commencé à frapper le sol pour en extraire, parce que les puits, le vrai forage n'est venu que plus tard. Ils avaient juste une grosse masse et continuaient à frapper le sol, essayant de le briser. Mais plus il fallait aller profond, plus il fallait de technologie. Donc les choses faciles, les fruits à portée de main, sont partis assez vite, il y a environ 140 ans. Et ensuite, il a fallu commencer à déterminer où et comment accéder au pétrole ailleurs, car il se trouvait désormais de plus en plus en profondeur. Le problème avec le pétrole de schiste, c'est d'abord que ce sont des zones à large couche. Donc on fore de nombreux puits différents, mais ils exploitent tous la même zone. Ce n'est pas énorme. La pression et les volumes s'effondrent en moyenne de 18 à 90% par an. Ainsi, on peut perdre plus de 50% du volume et de la pression en une seule année. Leur développement, leur courbe d'exploitation est très très rapide et très très étroite. Oh, désolé, il y a un problème avec ça. Et les États-Unis commencent à manquer de pétrole.
La production est en déclin depuis 3 ans maintenant. Voilà un premier problème. Le second problème concerne les types de pétrole. Les types de pétrole expliquent pourquoi les États-Unis continuent d'acheter du pétrole à la Russie. Les raffineries installées au Texas, comme Beaumont à la frontière, ainsi qu'à Lake Charles et Lafayette en Louisiane, sont toutes configurées pour traiter du brut lourd et soufré. Il n'existe que 3 endroits au monde qui produisent ce type de pétrole: le Venezuela, l'Iran et les monts Oural en Russie. Évidemment, on ne peut pas acheter à l'Iran, et on ne peut pas vraiment acheter non plus au Venezuela, donc il faut acheter à la Russie. Le problème, c'est que l'on pourrait dire, eh bien, pourquoi ne pas simplement passer à un autre type de brut? C'est possible, mais cela nécessiterait plusieurs milliards de dollars d'investissement et environ 6 mois à 1 an pour reconfigurer ces énormes installations. Je veux dire, les usines de craquage du pétrole, les raffineries, parce qu'on y craque le pétrole sous forte pression avec des produits chimiques, afin de le décomposer en différents produits. Le dernier produit est un gaz appelé plastique. D'ailleurs, le plastique commence comme un gaz qui est ensuite combiné à un autre ensemble de produits chimiques qui le durcissent, et on obtient ces petites billes blanches. On ajoute d'autres produits chimiques pour fabriquer différents types de plastique, tels que vous les connaissez. Mais tout cela provient de différentes charges de raffinerie. Le procédé de craquage, d'ailleurs, a été mis au point en Russie par un homme nommé Choukov, je crois, dans les années 1880 ou 1890. Un scientifique et ingénieur de génie, il a réalisé de nombreuses premières, notamment le premier grand bâtiment à toit de verre et d'acier à grande échelle, le GUM, le gigantesque centre commercial en face du Kremlin. Il l'a construit dans les années 1880. Cet homme était un génie et il a mis en place le procédé moderne de craquage. Avant cela, on ne pouvait pas obtenir d'essence par forage. C'est pourquoi les moteurs à essence ont vraiment décollé. Pour revenir au Venezuela, votre point est que le pétrole, le type de pétrole que l'on peut extraire de ces gisements, reste extrêmement précieux et demeurera non seulement une ressource monétaire, mais aussi un atout stratégique pour les États-Unis. Absolument. En fait, ces raffineries ont été construites pour traiter le pétrole vénézuélien, à l'époque où le Venezuela était pratiquement une colonie des États-Unis. Puis Chavez est arrivé, a légèrement changé de cap, et boum, nous avons eu un problème. En plus de ce problème, eh bien tout d'abord, même si l'on prend le temps de rééquiper ces raffineries, les États-Unis ont un marché de l'essence très tendu, surtout en été, car chaque État a ses propres formules pour l'essence. Ainsi, ces raffineries finissent par produire de petites séries, ce qui est coûteux, car il faut réajuster les installations entre les différents lots, et cela fait perdre du temps. Les fabricants veulent produire la plus grande série possible de n'importe quel produit, car une fois que tout est en place et que la production tourne, il ne s'agit plus que de répéter le processus. On ne perd pas de temps et l'investissement est moindre. Si vous devez rééquiper une usine de fabrication ou de transformation pour produire autre chose, c'est de l'argent perdu, car vous ne fabriquez rien pendant cette période de rééquipement. Et c'est un gros problème aux États-Unis. Vraiment, c'est un vrai problème aux États-Unis. Donc, c'est pour cela que c'est nécessaire. Maintenant, les infrastructures pétrolières du Venezuela sont en assez mauvais état, en partie à cause du gouvernement vénézuélien. Le gouvernement a détourné beaucoup d'argent sous Chavez, à commencer par Chavez, de l'argent qui était nécessaire pour rééquiper et réparer. C'est un processus constant. Je veux dire, il faut sans cesse réparer, sans cesse améliorer les outils. Tout s'use, les plateformes pétrolières, les stations de pompage, et ainsi de suite.
Et ils ont pris une grande partie de cet argent pour le dépenser dans des programmes sociaux. Ils avaient des problèmes sociaux, bien sûr, je ne vais rien dire là-dessus. Mais c'est littéralement comme manger la poule aux œufs d'or, non? Donc après ça, vous allez avoir beaucoup moins d'œufs, pour des raisons évidentes. Vous ne mangez peut-être pas toute la poule, mais vous prenez une patte ici, une aile là. Et puis le marché du pétrole, eh bien, tout a commencé avec l'extraction. En réalité, il ne s'agit pas de traitement. Le Venezuela n'a pas de véritable industrie de raffinage du pétrole. C'est assez curieux. On pourrait penser qu'ils voudraient installer les raffineries près des gisements. Bien sûr que non, car les États-Unis, dans ce cas, tout comme une colonie des États-Unis, sont là pour les ressources brutes et les États-Unis s'occuperont de la partie à valeur ajoutée de la chaîne. Maintenant, un autre problème vient des Russes. La Russie et la Chine collaborent avec le Venezuela. Et l'une des choses que fait la Chine, en plus de réorienter les exportations vénézuéliennes vers la Chine, c'est d'installer des raffineries de pétrole à proximité. Vraiment, exactement. Oui, apparemment à Trinité, ils en installent une là-bas, pas très loin de l'autre côté de l'eau. Donc cela va devenir un gros enjeu. C'est de la concurrence pour les États-Unis. Les États-Unis n'aiment pas la concurrence, surtout dans leur propre hémisphère, comme on dit, parce qu'ils pensent qu'ils possèdent tous ces peuples. C'est un empire colonial, tout simplement. Quelle que soit la manière dont on le regarde, la doctrine Monroe dit en substance, c'est notre empire, et vous n'avez rien à y faire. Nous interviendrons avec ces peuples si nous le voulons. C'est exactement cela. Un document impérial datant d'avant même que les États-Unis puissent l'imposer. Ils l'avaient déjà mis en place. Donc oui, il y a ce genre de problème. En plus, les États-Unis ont confisqué l'argent du Venezuela, tout comme la Banque d'Angleterre. Certes, c'était une décision idiote de la part du gouvernement vénézuélien de garder son argent dans des banques américaines et britanniques, surtout puisqu'ils ne sont pas vraiment en bons termes avec elles. Oui, ils ont pris des décisions très stupides, mais le fait est que leur argent a été confisqué, de l'argent qu'ils auraient pu utiliser pour moderniser l'industrie pétrolière. Donc, même si les États-Unis interviennent, ils devront faire venir de nombreux spécialistes et du matériel. Ce ne sera pas une situation du type « commençons à pomper le pétrole au volume dont nous avons besoin du jour au lendemain ». Il faudra environ 1 an ou 2 de maintenance, de remise en état ou de remplacement des équipements. C'est pourquoi, en ce qui concerne l'opération militaire qui semble être en cours, ce qu'il faut vraiment, c'est faire entrer Machata. Il faut un véritable changement de régime pour préparer le terrain afin que tout puisse être extrait au fil du temps et que le Venezuela soit ensuite intégré dans le schéma de production des États-Unis. Donc, tout ce qui est en deçà d'un véritable changement de régime, y compris une guerre civile, ne servira pas vraiment cet objectif. Bien qu'une guerre civile soit peut-être la meilleure alternative, si l'on peut simplement, vous savez, comme en Syrie, éliminer les bastions importants, n'est-ce pas? Ainsi, une guerre civile constitue en quelque sorte le deuxième meilleur scénario dans cette logique tordue. Eh bien, si vous visez le pétrole, vous pouvez le couper beaucoup plus facilement, car il se trouve à la fois en mer et sur terre, dans la zone côtière. Mais si vous visez les mines d'émeraude et les mines d'or, là c'est un problème un peu différent. Celles-ci sont à l'intérieur des terres, dans les montagnes et les jungles. Il faut aller loin à l'intérieur. Vous devez donc absolument avoir le contrôle du gouvernement. Et vous devez aussi contrôler la campagne. Ensuite, il y a le petit problème de ces immenses frontières ouvertes. Non seulement parce que les Vénézuéliens ou les forces opposées vont se battre contre vous dans la jungle, mais aussi parce que désormais, tout le monde en veut aux États-Unis, aussi bien à droite qu'à gauche. Et ils sont des millions là-bas. Ils ont une frontière ouverte.
ils peuvent la franchir et tirer sur des soldats américains. But that's why it's very unlikely that Mais c'est pour ça qu'il est très improbable qu'un nombre significatif de soldats américains y aillent, non? À part les contractants dont on a probablement besoin. Ou tu penses qu'ils le feront? Tu penses qu'ils seront aussi stupides? Ils le sont. Mais 4500, enfin, on ne peut pas être assez stupide pour penser que you cannot be that dumb that you think like 4,500 is a starter. 4500, c'est juste un début. Ça va pas se terminer du jour au lendemain. Cela va s'intensifier, parce que maintenant vous perdez la face. Entrer, c'est facile. Je veux dire, se mettre dans le pétrin, c'est toujours facile. En sortir et se laver de tout ça, c'est une toute autre réalité. Parce que maintenant, il y a les réputations des gens, les égos, les investissements en jeu. Pourquoi les États-Unis choisissent-ils le Venezuela d'ailleurs? Comme Trump l'a dit, nous choisirons les guerres que nous gagnons. Regardez, l'Afghanistan a été un désastre de 19 ans, en réalité plus de 19 ans. C'était un désastre absolu, et la manière dont les États-Unis s'en sont retirés était un véritable cirque. C'était encore pire. Donc c'est une grosse tache noire. Heureusement pour les États-Unis, la majorité des Américains ont une mémoire d'environ 2 semaines, mais le reste du monde non. L'Ukraine est un désastre et une défaite stratégique en devenir. C'est pourquoi les États-Unis se précipitent autant qu'ils le peuvent vers les Européens, essayant de se dégager de cette défaite d'une manière ou d'une autre. Mais les États-Unis doivent réaffirmer qu'ils ne sont pas un tigre de papier, que l'Empire ne s'est pas encore autant détérioré. Ils ont donc besoin de trouver une victoire, une forme de victoire. Celle-ci en est une, ou du moins, c'est ainsi que les élites de Washington l'aperçoivent. Car s'ils disposent d'une menace générale qui soutient tout ce qu'ils affirment, ils n'entendront que leur propre opinion leur être renvoyée en écho. don't you think that the strategy could also just ne penses-tu pas que la stratégie pourrait simplement consister à dire « D'accord, vous prenez les stations offshore, elles sont faciles, et ensuite vous commencez à bombarder. Tu vois, tu fais comme en Serbie, à Belgrade. Tu bombardes Caracas, et chaque fois qu'un nouveau gouvernement se forme, tu le bombardes à nouveau, jusqu'à la reddition. Parce qu'à mon avis, les dernières années ont prouvé la validité de la guerre par drones et missiles. Ni Israël, ni l'Iran n'ont pu se défendre contre ces armes, alors encore moins Caracas. Penses-tu qu'il s'agira plutôt d'une stratégie avec des troupes au sol, plutôt qu'une campagne de bombardement très brutale? just a very crude bombing campaign? D'accord, donc vous avez un drone FPV moyen, même sans retransmetteur dans les airs. Vous avez un drone FPV capable de parcourir environ 16 km. Vous avez donc des installations au sol. Combien de drones FPV à 500 ou 1000 $ pouvez-vous envoyer contre ces installations? Oh, un sacré paquet. Cet été, en juillet, l'armée américaine a même publié une annonce. Venez voir l'armée américaine larguer sa première grenade depuis un quadricoptère. Vous savez, ce genre de choses se produit depuis 3 ans déjà des deux côtés. Ils ont enfin rattrapé le retard en larguant une grenade depuis un quadricoptère. Le problème, c'est que tout le monde semble déjà bien en avance sur ce point. Donc, vous allez avoir des drones FPV fonçant sur ces installations jour et nuit. Et la seule façon d'arrêter cela, c'est d'avoir des zones tampons. Et ces zones tampons doivent être suffisamment profondes. Mais une fois que vous avez ces zones tampons, il vous faut des installations militaires, car vous ne pouvez pas garder les troupes indéfiniment sur des navires au large. Elles devront être déployées sur le terrain, des bottes sur le sol, au moins le long du littoral. Encore une fois, cela va reproduire le même scénario que le Vietnam. Plus vite ou plus lentement, difficile à dire. Mais ce sera une dérive progressive de la mission. Et si le gouvernement Machado et l'armée qui est de notre côté semblent incapables de gagner, il faudra alors les soutenir avec au moins une sorte de garde prétorienne à Caracas. Et si vous vous retrouvez aussi à vous battre contre la Colombie,
la situation ne fera que s'aggraver. Je suis sûr qu'ils vont s'en prendre à la Colombie. Elle a un gouvernement de gauche. Et d'ailleurs, il y a une droite. Enfin, même qualifier ces gens de droite n'est pas vraiment la bonne façon de les décrire. Nous faisons ce clivage entre la gauche et la droite. C'est un clivage dépassé. Ce qu'il y a vraiment, c'est les mondialistes contre les localistes, les nationalistes ou les mondialistes. Et en ce moment, ce sont essentiellement les mondialistes qui dominent. Machado est une mondialiste. Commençons par là. Elle n'est ni de droite ni de gauche, parce qu'aucun partisan de droite ne va dire « Hey, donnons simplement toute notre industrie à un pays étranger ». Ils ne le font pas. Ils vont dire « D'accord, nos entreprises, nous les créons, nous les dirigeons. Ce sera peut-être un marché libre à l'intérieur, mais ce seront nos entreprises. » C'est ça, être de droite. Ou bien ce seront nos oligarques, s'ils veulent aller vers une structure monopolistique. Ce ne sera pas « Hey, donnons tout ça à une entité étrangère ou à quelques entités étrangères. » Ça ne marche pas non plus. Donc, il y a les mondialistes et les localistes. Quel que soit le système économique qu'ils choisissent, eh bien, les mondialistes choisissent toujours essentiellement le même. Donnez-nous tout ce que vous possédez. Maintenant, s'ils vont chercher à se battre avec la Colombie, et que la Colombie a soudain cette autre fille Trump colombienne qui dit maintenant « Hey, nous donnerons tout à Trump, et la Colombie, mettez-moi au pouvoir. » Elle apparaît aussitôt, la CIA sort un dossier. D'accord, qu'est-ce qu'on a qu'on peut utiliser? Donc nous avons maintenant le même scénario qui se répète en Colombie cette semaine. Je veux dire, la marine est dans la région, c'est pas si loin, c'est juste de l'autre côté de la frontière. Pourquoi ne pas simplement l'utiliser et aller de haut en bas? Je ne sais pas, peut-être qu'ils essaieront la même chose avec le Brésil maintenant aussi. C'est un problème un peu plus grand. C'est de plus en plus évident et de plus en plus brutal la manière dont ils essayent de refaire le bon vieux colonialisme. Ce n'est plus du néocolonialisme. C'est comme l'ancien modèle. Nous allons simplement installer le gouvernement que nous voulons, avec la puissance militaire. Mais, et c'est le dernier point sur lequel je veux m'attarder avec toi, j'ai l'impression que les États-Unis manquent sérieusement de puissance de feu, surtout depuis que les Chinois ont dit « plus de terres rares pour vous ». J'ai regardé les chiffres. L'estimation qui circule indique que la marine, qui détient le plus grand stock de Tomahawk, en possède environ 4500, peut-être 5, peut-être 6000. Et les autres forces armées en ont peut-être aussi quelques milliers chacune. Mais la production de ces Tomahawks se situe entre 60 et 90 par an. Et il semble que Raytheon ne soit pas en mesure d'augmenter ce rythme, ni les autres d'ailleurs. Penses-tu que nous soyons maintenant à court? Comment vois-tu la situation des munitions aux États-Unis? Eh bien, tout d'abord, permettez-moi de clarifier un peu les choses. Il ne s'agit pas de terres rares, mais d'aimants de terres rares transformées. Les terres rares en elles-mêmes ne sont pas vraiment rares. On en trouve partout. Les États-Unis en possèdent énormément, notamment dans les mines de charbon. Les résidus rejetés contiennent beaucoup de minéraux de terres rares. Le problème, c'est qu'il faut les traiter. Sinon, on n'a que des morceaux de roche avec quelques cristaux dedans. Le traitement est la clé. Les États-Unis n'investissent jamais vraiment dans le traitement. C'est coûteux, complexe et polluant. Les États-Unis préfèrent acheter à d'autres. La Russie traite une bonne quantité de terres rares. Elle le fait depuis l'époque soviétique. Mais pas du tout à la même échelle que la Chine. La Chine domine. Elle assure environ 70% du traitement mondial. Tout comme la Russie assure environ 70% du traitement mondial de l'uranium. Quelques autres pays en produisent aussi de petites quantités. Mais oui, voilà le problème. La Chine a commencé à jouer le même jeu, le jeu occidental. Le problème, c'est que l'Occident est le seul autorisé à jouer au jeu occidental.
C'est pour cela que nous avons un ordre fondé sur des règles et non sur des lois. Des règles pour toi, des règles pour moi, des règles pour le voisin, tout dépend. Et comme des enfants, si nous perdons selon nos propres règles, nous jetons tout dans le bac à sable et nous les changeons. Ensuite, tout le monde doit jouer selon nos nouvelles règles en plein milieu de la partie. Eh bien, la Chine a dit, très bien, d'accord, nous jouerons selon les règles. Plus de terres rares pour votre équipement militaire fossile à double usage. Au fait, les Pays-Bas viennent de nationaliser, en gros de voler, le fabricant de puces de Nexperia, il y a 2 ou 3 jours, à la Chine. Et les Chinois ont répondu, quoi? Très bien, pas de composants, nous ferons tourner l'entreprise nous-mêmes. Ça nous va. We're going to carry the company, fine, we're good with that. Yeah. Ouais, Oui, ça nous va. Oh, mais maintenant la nouvelle, c'est que les employés chinois là-bas deviennent incontrôlables parce qu'ils ne suivent pas les ordres de Bruxelles. Je veux dire, c'est à ce niveau d'absurdité. C'est absolument absurde. It is, but where does this leave us in c'est vrai. terms of- Mais où cela nous laisse-t-il en termes de puissance réelle? Parce qu'il me semble que pour la première fois, les États-Unis ont un problème avec leur puissance de feu, y compris la production d'obus, ces bons vieux obus de je ne sais plus combien de millimètres, qu'ils ne parviennent pas à produire en plus grande quantité que les Russes. Tout cela. The whole of NATO. Les États-Unis, s'ils investissent suffisamment, peuvent rattraper leur retard. Cela prendra quelques années, 5, peut-être 7. Je ne sais pas, on parle d'un investissement sérieux. Les États-Unis viennent d'ouvrir une nouvelle usine de fabrication, ou plutôt 2. La principale est au Texas, pour augmenter la production d'obus d'artillerie de 155 mm. D'ailleurs, l'une d'elles vient d'exploser dans le Tennessee, sans doute à cause de mauvaises normes de sécurité. 19 personnes ont été tuées, anéanties. Elle fabriquait également des obus de 155 mm et venait d'obtenir un gros contrat pour l'Ukraine. Les États-Unis sont passés d'une production d'environ 30 000 obus à un peu plus de 60 000 par mois et se dirigent vers 100 000 par mois. Mais je suppose que cette installation dans le Tennessee qui a explosé va constituer un certain obstacle pour atteindre la barre des 100 000. La Russie produit probablement environ 400 000 ou 500 000 par mois. Elle surpasse donc toute l'OTAN, d'environ 5 fois. Et la Russie n'est pas en économie de guerre. C'est un mensonge. La Russie a considérablement augmenté sa production et a rouvert plusieurs usines, mais elle n'est absolument pas en économie de guerre. Jusqu'où elle pourrait aller avec une économie de guerre, je n'en ai aucune idée, mais ce serait plusieurs fois plus que ce qu'elle produit actuellement. Je veux dire, il y a eu beaucoup d'investissements liés à la guerre. Eh bien, ce n'est pas une période de guerre, mais il y a eu clairement des investissements dans le secteur militaire en Russie au cours des 3 dernières années. Absolument. Mais encore une fois, ce n'est pas une économie de guerre. Les États-Unis ont un problème avec les puces électroniques, alors ils s'adressent à des entreprises comme Samsung. Écoutez, vous achetez ces aimants, n'est-ce pas? Eh bien, achetez-en 2 fois plus. Puis, ils vont en Chine. Oh, nous allons doubler notre production. Et les Chinois répondent, vraiment? Montrez-nous. Montrez-nous comment vous allez doubler la production d'ordinateurs, de réfrigérateurs et de tout le reste dans lequel vous utilisez nos puces. Et les États-Unis disent, eh bien, vous savez, si vous voulez cela, nous allons aussi vous couper. Alors maintenant, ils n'auront plus rien. Donc ces entreprises disent, non, 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 non. Merci, Pentagone, de vouloir nous payer le prix fort pour tout cela, mais nous n'allons pas doubler la production, car cela tuerait notre activité. C'est le jeu auquel les Chinois jouent en ce moment, et ils y jouent très sérieusement. Trump essaie de trouver une issue. Il a déjà perdu le marché agricole, ce qui le met en difficulté. Maintenant, il doit expliquer pourquoi il veut renflouer l'Argentine.
un concurrent pour la viande et d'autres produits des fabricants américains, alors que les éleveurs américains sont en train de s'effondrer. Et maintenant, nous avons un problème avec les missiles. Pourquoi seulement 90 missiles au maximum? Leur taux moyen de production est de 55 missiles par an. Et ils s'en contentent. Bon, 650 missiles pour les Patriots, soit dit en passant, et cela après une augmentation de 10%. Pourquoi est-ce comme ça? Je veux dire, on ne peut pas en fabriquer plus que ça. Il faudrait construire de nouvelles usines, et cela prendrait quelques années pour les rendre opérationnelles, en plus de milliards de dollars d'investissement, et qu'ils n'ont pas encore reçu du gouvernement américain. Donc ils ne sont pas disposés à le faire, et ils n'augmentent pas la production. Mais pourquoi est-ce fait de cette manière? On pourrait penser dans un contexte moderne qu'ils pourraient en faire davantage, parce que c'est conçu pour être coûteux. Tout est fait à la main. Tout est fait à la main. Je veux dire, il y a des automobiles haut de gamme qui sont construites à la main. Considérez cela comme des fusées haut de gamme, vous savez, des fusées de premier ordre. Nous assemblons tout à la main, nous posons le plaquage de bois à la main, et ainsi de suite. C'est conçu pour être aussi coûteux que possible, afin de générer le plus de profit possible. Le secteur militaro-industriel américain ne le fait pas pour le bien du pays. Il ne cherche pas l'efficacité. Il cherche à maximiser les sources de revenus. Vous savez, je croyais autrefois pleinement au libre marché, mais ensuite, eh bien, pour la plupart des choses, oui, j'y crois encore. Mais il y a des secteurs clés où ce n'est tout simplement pas possible. L'un d'eux, c'est l'énergie. Même si vous avez des entreprises indépendantes, elles doivent toujours être contrôlées pour s'assurer que le pays dispose de suffisamment d'énergie. L'autre secteur, c'est celui du complexe militaro-industriel. Parce que si vous avez des entreprises publiques, leur motivation est de produire des armes. C'est leur travail. Si vous avez une entreprise privée, sa motivation n'est pas de produire des armes. Sa motivation est de générer des revenus. Exactement. Le F-35 en est un exemple parfait. Il existe des sous-sections entières du F-35 auxquelles les mécaniciens militaires ne peuvent pas toucher. Oui, elles doivent être traitées uniquement par leurs propres mécaniciens, à 500 ou 600 $ de l'heure. Donc, c'est la même chose. Vous rendez ces missiles aussi complexes et contraignants que possible, en petite série à coût élevé. Vous en tirez beaucoup d'argent. Super. Donc, en fait, tout se résume au fait que le complexe militaro-industriel américain est structurellement foutu en ce moment. Je veux dire, vous êtes coincé dans une situation où vous n'êtes pas paralysé, mais vous n'êtes clairement pas en mesure de vous développer comme la rhétorique actuelle de guerre, aux quatre coins du monde, le nécessiterait. Oui, absolument. Les États-Unis pourraient contourner ce problème en construisant leurs propres usines de traitement. Mais non seulement cela représente un investissement colossal de plusieurs milliards de dollars, non seulement cela prendra du temps, mais en raison de la structure du pays, cela pourrait prendre énormément de temps, car ces usines doivent être construites dans les différents États. Les États vont exiger des études environnementales, et ces études sont faciles à saboter par n'importe quel groupe d'intérêt particulier. Ils diront « Nous ne sommes pas d'accord » et la petite souris à queue large là-bas. Très bien, nouvelle étude. 2 ans de plus, une autre étude. Ce genre de projet est sans cesse repoussé. C'est un cauchemar bureaucratique, avec des intérêts particuliers de tous côtés qui y injectent de l'argent. Les personnes qui réalisent les études gagnent beaucoup d'argent. À moins d'un verrouillage total, une urgence militaire, une dictature, cela ne se fera pas du jour au lendemain. Cela prendra probablement entre 5 et 8 ans. Donc à ce stade, les États-Unis sont vraiment dans une situation très difficile.
So that that should lead to even Cela devrait donc conduire à une remise en question encore plus profonde de la stratégie vis-à-vis du Venezuela et aussi de celle concernant Israël. C'est d'ailleurs pour cela, je pense, que Donald Trump, au final, a décidé de ne pas envoyer de Tomahawk. Parce que peut-être, enfin, l'aile réaliste de la Maison-Blanche l'emporte en regardant les chiffres et en disant « Écoutez, ça ne s'annonce pas bien ». Et il l'a d'ailleurs dit lui-même. Nous en avons besoin pour nous. Stas, un dernier mot pour conclure cette réflexion. to end on this thought. I think with Je pense qu'en ce qui concerne les Tomahawks et la Russie, juste pour faire une petite parenthèse, les États-Unis disposent actuellement d'assez de Tomahawks pour tout ce dont ils ont besoin. La raison pour laquelle ils ne les donnent pas à l'Ukraine, c'est à mon avis cette petite conversation de 2 heures que Trump a eue avec Vladimir Vladimirovitch. Autant Poutine a essayé de ne pas faire monter les tensions, autant il subit lui aussi des pressions. Il ne faut pas l'ignorer. Est-il maître du gouvernement? Oui, il l'est. Il n'y aura pas de coup d'État. Mais il y a de la pression, une pression croissante, et des pressions venant de différents côtés pour rendre la pareille aux États-Unis, pour rendre la pareille à l'OTAN. Et je pense que c'était une véritable ligne rouge. Toutes les autres lignes rouges, ce sont les États-Unis qui les ont fixées, et ce sont eux qui les ont franchies. Oh, si nous leur donnons des chars, ils déclareront la guerre. Nous leur avons donné des chars. Très bien. Passons au suivant. Et cela a été une escalade progressive. Mais la Russie n'a jamais fixé ces lignes rouges. Je pense que celle-ci en était une. Si vous le faites, ce sera une déclaration de guerre. La Russie déclarerait au moins formellement la guerre à l'Ukraine et la raserait une bonne fois pour toutes, et pourrait même s'en prendre aux bases de l'OTAN voisine ou à des fabricants comme Rheinmetall si la question concerne les missiles Taurus. Il les frapperait directement. Et ils n'utiliseraient pas le nucléaire, ils n'en ont pas besoin. Ils ont le Kinzhal, le Zircon, tous ces hypersoniques qu'on ne peut pas arrêter, qu'on ne peut même pas cibler. Ils vont trop vite. Et je pense que finalement, il y en a eu assez. Espérons-le. Je veux dire, Trump est le genre de personne dont on ne sait jamais, du matin au soir, jour après jour, quelle nouvelle idiotie il va commettre, ce qu'il va publier sur Truth Social. Mais pour l'instant, du moins, il semble qu'on lui ait fait comprendre assez clairement que cela constituerait une escalade massive des deux côtés. Cela mènerait au minimum à une déclaration de guerre contre l'Ukraine, et au maximum à une possible guerre totale avec l'OTAN et une guerre nucléaire avec les États-Unis. Cela semble les avoir fait reculer, et espérons que cela restera ainsi. Les Européens sont furieux, soit parce qu'ils veulent vraiment une guerre nucléaire, soit parce qu'ils ne croient pas qu'il puisse réellement y en avoir une. Et bien sûr, l'Ukraine est furieuse. But they don't matter. Mais ils n'ont pas d'importance. Je veux dire, qui se soucie des satellites? Tu sais, au bout du compte, le pire qu'ils puissent faire, c'est fonctionner. Bref, Stas, si les gens veulent te trouver, ils devraient aller sur Twitter et aussi jeter un œil à ta chaîne YouTube. J'ai un compte sous le nom de Stas Krapivnik sur YouTube, sous le pseudonyme Mr. Slavic Man, Slavic avec un K, pas un C. Et sur Telegram, j'ai 2 chaînes, Stas Tudai Obratno et la chaîne russe, et Stas Was There et la chaîne anglaise. Je mettrai les liens dans la description de la vidéo ci-dessous. Stas Krapivnik. Merci beaucoup pour votre temps aujourd'hui. Merci.